Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale de CMC Markets. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 12 novembre. Je suis Nicolas Chéron, analyste technique pour vous servir. Aujourd'hui, nous allons parler consolidation des indices puisque cela fait une petite dizaine de séances que les indices s'enregistrent dans des ranges, dans des consolidations à plat après des beaux mouvements haussiers sur la plupart de ces derniers lors du mois qui vient de s'écouler. Lorsque les indices consolident à plat, eh bien, il y a la possibilité de faire du stock picking, d'où le titre du jour. Le stock picking, en fait, c'est d'aller chercher les actions, les titres qui vont se démarquer à la hausse ou à la baisse. En ce moment, on a des titres qui se démarquent de la sorte grâce aux publications de résultats et aussi parce que certains secteurs sont plus recherchés que d'autres. Par exemple, les bancaires ont repris des couleurs ces dernières semaines. À l'inverse, les sociétés parapétrolières ont été sous pression ces derniers jours. Donc voilà, ce sont des thématiques à suivre qui permettent de parfois aller chercher des actions qui font de la surperformance. Et en plus de faire du stock picking sur indice, lorsque ces derniers consolident à plat, eh bien, il y a aussi la possibilité de faire des opérations de diversification, se diversifier en allant trader des matières premières comme le jus d'orange qui, on va le voir, a pris plus de 60% en 6 semaines. C'est la plus forte hausse de l'ensemble du compartiment de toutes les matières premières confondues dans le monde entier. C'est un mouvement qui est extrême et qui est rare. Il y a aussi potentiellement des opportunités sur le pétrole qui pourraient se dessiner. Bref, nous allons voir tout cela à travers de cette émission, la matinale. Avant toute chose et comme tous les matins, je vous affiche ces avertissements sur les risques concernant les informations que l'on voit ici, les performances des actifs dans le passé, les CFD, la plateforme. Alors, nous allons passer au sommaire du jour. Comme d'habitude, nous allons voir les news, les résultats, les décalages, les annonces, puis le calendrier économique. Enfin, nous passerons en revue des actifs attractifs et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Alors, concernant les résultats d'entreprise. Hermès et Burberry ont publié, donc Hermès et Burberry c'est le luxe, et alors que certaines entreprises du luxe ont un petit peu déçu récemment, notamment avec le ralentissement chinois, eh bien ici c'est quand même une belle performance que signe Hermès, l'action, le titre rassure les investisseurs. Il y a un léger ralentissement de la croissance, mais c'est pour vous dire à quel point c'est un léger ralentissement. La croissance organique de la société est toujours de 7,9% ce trimestre. Donc c'est une des meilleures performances du secteur du luxe et ça rassure un petit peu les investisseurs. C'est ce qui tire un petit peu ce secteur aujourd'hui. Et puis en parallèle à l'international, Burberry a publié une croissance de 14%. Donc ce trimestre avant impôt, donc là aussi une très belle performance. Iliad est en progression ce matin. Donc Iliad, vous le savez, c'est le détenteur de la marque Free. Iliad est dans la téléphonie et c'est dans la téléphonie que les chiffres ont explosé, si je puis dire, ce trimestre, puisque nous avons une croissance à 2 chiffres des revenus de la téléphonie et c'est ce que les investisseurs saluent sur le titre avec une hausse de 2,55%. Vivendi, hier, vous le savez peut-être, mais hier, Vivendi a publié ses résultats et le titre a signé une des plus fortes baisses d'une action du CAC 40 suite à la publication de ses résultats. Hier, le titre perdait jusqu'à 10% en séance et a clôturé à moins 5,85%. Alors, si vous regardez le titre Vivendi hier, on a ouvert vers 19,60-70, on est descendu sous 19,50 et on a fini à 20,50 pratiquement. Donc, le titre a été pratiquement payé toute la journée.
Pas étonnant donc de lire l'actualité de ce matin. Vivendi en a profité pour acheter 345 000 de ses propres titres lors de la chute des cours d'hier. Euh, En fait, hier, l'action a baissé de 6% parce que la société a dévoilé un plan qui est relativement agressif pour l'avenir. Et je dirais même que ils ont continué à rester dans une stratégie très agressive puisque, alors que le marché, lui, a considéré ce plan un peu trop agressif et l'a sanctionné par une baisse de moins 6%, l'entreprise, elle, se dit encore plus confiante et rachète des titres dans la baisse. News internationale, alors c'est une news française, mais tout le monde en parle à l'étranger également. Amundi, c'est coté en bourse aujourd'hui. Je vais regarder tout à l'heure. Il me semble que le titre était à 0,5. Donc l'action Amundi est stable pour son introduction en bourse. Ce qui s'était passé ces dernières séances, c'est que il y avait eu des introductions en bourse qui ont été soit délaissés par les investisseurs comme showroom privé, soit des introductions en bourse ont tout simplement été annulées parce que les sociétés avaient peur de le faire. Alors, d'après certains spécialistes, c'est parce que on essayait de faire introduire des sociétés à des prix relativement élevés, dans les fourchettes hautes de prix qui avaient été proposées, et c'est pour ça que parfois qu'il y avait une baisse de la demande. Amundi, peut-être constatant cela, a introduit son titre dans la fourchette basse. Le titre a été introduit à 45 euros, on est à 45,57. Ce n'est pas fulgurant, mais c'est positif. Siemens a fait mieux que prévu et bat le consensus et la société prévoit même de racheter de ses propres titres comme l'a fait Vivendi, donc ça montre la confiance de la société dans sa propre stratégie. Rolls-Royce a révisé à la baisse ses résultats 2015 et chute en bourse ce matin. Rolls-Royce a perdu pratiquement 40% par rapport à ses plus hauts et tout comme Volkswagen donc va enregistrer une performance en baisse cette année. Enfin, l'indice du Portugal se stabilise. Il reste certes un petit peu sous pression, mais il n'a pas une forte sous-performance par rapport aux autres indices européens, malgré les déboires du gouvernement. Peut-être que tout comme en Belgique, lorsqu'il y avait une période sans gouvernement, le Portugal peut continuer de tourner. Donc peut-être que son indice va sous-performer, mais ce n'est pas une raison non plus pour engendrer une bérésina sur l'ensemble des actions portugaises. Donc voilà pour les résultats d'entreprise et les news internationales. On va maintenant passer aux statistiques. Hier, on avait des statistiques positives. En Angleterre, on attendait un taux de chômage à 5,4, il est tombé à 5,3. C'est un des niveaux les plus bas de la décennie. Hier, je lisais que le nombre d'inscrits, donc le nombre total de demandeurs d'emploi est au plus bas en Angleterre depuis 13 ans. Je rappelle que l'Angleterre fait partie des rares pays au monde avec les États-Unis à souhaiter rentrer dans un cycle de durcissement monétaire. Ça veut dire que le pays jugeant les statistiques économiques positives, eh bien, il souhaite remonter ses taux d'intérêt. Hier, on a eu la publication de chiffres chinois, donc c'était des chiffres chinois en demi-teinte, puisqu'on a eu une production industrielle qui est sortie un petit peu inférieure aux attentes, à 5,6%, alors qu'elle était attendue à 5,8%. Ce chiffre un petit peu en deçà des attentes a été compensé par des ventes au détail qui sont sorties à 11%, un petit peu mieux que les 10,9% attendus. On se contente de peu parce qu'il faut noter quand même que des ventes au détail à 11%, c'est inférieur à la moyenne de l'année dernière qui était de 11,8%. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale des speech de Draghi à 9h30. D'ailleurs, vous l'avez vu, il y a une demi-heure, l'euro-dollar a perdu 50 points parce que Draghi, justement, parlait. Il parle de nouveau à 11h30. Puis cet après-midi, ce sera au tour de Janet Yellen de prendre la parole à 15h30. Puis Evans, un des membres de la Fed, à 16h15. Puis Alden à 18h. Dudley à 18h15. Et Fischer à minuit. Donc autant dire qu'en fonction des dires de ces membres de la Fed, on pourrait avoir parfois des petits mots sélectionnés par ces membres pour laisser penser d'une modification de la rhétorique ou de la stratégie de la Fed à venir.
Je vous rappelle que l'ensemble des investisseurs est focalisé là à savoir si la Fed va monter ses taux ou non en décembre et à quel rythme. Et donc peut-être que dans ces différents discours, nous arriverons à déceler des indices à ce sujet. Sinon, à 11 heures, on suivra la production industrielle du mois de septembre en zone euro. À 14h30, on aura les demandes hebdomadaires d'allocation au chômage aux États-Unis. Et puis, concernant les stocks d'énergie qui sont généralement publiés le mercredi et le jeudi, eh bien, étant donné qu'hier c'était une journée fériée, ils ont tout simplement été déplacés d'un jour. Donc, aujourd'hui, jeudi, nous aurons les stocks de pétrole publiés à 17h et c'est ce qui va faire que le WTI tiendra ou non le bas de son range à 42,50, 43 $. On va voir ça dans quelques instants. Quant aux stocks de gaz, ils ne seront pas publiés ce jeudi, mais bien demain, vendredi, à 16h30. Voilà, on en a fini avec l'actualité et les news. On va passer à la plateforme CMC Market pour regarder ensemble quelques actifs. On va commencer par la rubrique matières premières et je vais vous parler d'une matière première dont on a parlé hier sur BFM. On parlait hier du jus d'orange sur BFM car j'en ai parlé à plusieurs reprises sur Twitter et tout le monde était un petit peu curieux de savoir pourquoi j'en parlais tant. Donc c'est très simple, le jus d'orange, si vous voulez, en 2012 a fait un point haut. Les cours ont été divisés par 2 ensuite en un an. Et depuis 3 ans, les cours du jus d'orange végètent entre 100 et 160. Voilà. Il y a 2 mois, j'ai écrit une analyse lorsqu'on était vers les 120, 130 pour dire que si on revenait vers le support des 100, 105, ce serait intéressant de le regarder, de voir s'il y avait une réaction positive. Et depuis la réaction positive sur ce seuil-là, je suis la hausse du jus d'orange qui a été par la suite fulgurante et voire même historique. En 6 semaines, le jus d'orange a pris tout simplement 60% à la hausse. La petite histoire derrière ça, c'est que vous avez le premier producteur mondial qui est le Brésil, le deuxième producteur mondial, ce sont les États-Unis, avec 30% de la production mondiale de jus d'orange. Or, aux États-Unis, il y a une maladie qui est en train de se développer dans les plants de jus d'orange et l'institut spécialisé dans le jus d'orange en Floride estime qu'on pourrait avoir une baisse de 17% de la production cette année. Or, quand vous avez une demande et une offre qui sont relativement stables d'année en année et que d'un coup vous avez 15 à 20% de la production du deuxième pays producteur au monde d'une matière première, eh bien cela, ça peut bouleverser la donne et c'est ça qui a engendré cette forte hausse des cours en 6 semaines. Ainsi, le jus d'orange est passé du bas de son range hebdomadaire au haut de son range hebdomadaire et a réalisé une performance historique de 60%. Voilà. Et c'est parfois vers ce genre de diversification-là qu'il faut se tourner. Je vous parlais de diversification tout à l'heure parce que parfois les indices sont tout simplement dans des ranges et il convient d'aller regarder d'autres actifs. Concernant le gaz naturel, on est toujours sur les plus bas annuels, non loin des supports. Le gaz naturel n'arrive pas à passer sa zone de gap à 2,30. Il attend ses stocks. On verra si en fin de semaine, les stocks publiés montrent une forte baisse ou non. Si c'était le cas, si les températures baissaient, si les stocks étaient inférieurs aux attentes, on pourrait avoir enfin un retournement validé sur le gaz par la cassure du gap des 2,30. Ce n'est pas le cas pour le moment, donc patience. Quant à ceux qui souhaiteraient acheter au plus près des supports de long terme, eh bien rappelez-vous, c'est la zone des 1,90, 2,10. Concernant le pétrole, le WTI, on est pile poil sur le bas du range. Voilà. Donc on est dans la même situation qu'il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, le mardi 27 octobre, on avait fait une mèche basse sous le support et le mercredi 28, on avait eu les stocks, on était reparti à la hausse. J'ai plusieurs fois évoqué cette possibilité de redémarrage haussier sur le support des 43 grâce au stock. Là, le fait qu'on revienne une nouvelle fois sur ce support alors qu'on arrive en hiver n'invite pas à l'agressivité à la hausse, ça invite plutôt à la prudence, à attendre que les stocks soient publiés, parce que si les stocks sont supérieurs aux attentes, on peut très bien aussi casser le support et aller plus bas. Donc contrairement aux dernières fois, j'étais plutôt optimiste positif pour la hausse, là je suis relativement neutre et attentiste en vue des chiffres de ce soir. Autre actif dont je vous ai parlé aussi pas mal cette année, c'est le sucre. Le sucre avait pris 40% parce que pour la première fois cette année, depuis 10 ans,
production de sucre pourrait être inférieure à la consommation, et c'est ce qui a entraîné une tension sur les cours. Alors, parlons indice maintenant. Parlons indice, il y a une stabilisation des indices qui s'est faite depuis à peu près 10 jours, mais il y a une disparité qui s'est faite sur les indices. Vous avez des indices comme le FTSE qui sont moins forts que les autres parce que dans le FTSE, il y a pas mal de sociétés qui sont dans les matériaux de base. Or, les matières premières, matériaux de base, tout ça, c'est toujours sous pression. Donc le FTSE est l'indice le moins puissant en Europe et vous voyez que c'est peut-être le seul à ne pas être retourné vers la borne haute de son range. Quand je vois le FTSE, j'ai l'impression que alors que beaucoup d'investisseurs attendent une fin d'année positive, je me demande si on ne va pas avoir affaire à un trou d'air, à une correction, à une consolidation avant une éventuelle remontée des cours peut-être en fin d'année, puisque le mois de décembre est généralement un mois haussier et positif. Je vous ai fait le dessin sur le FTSE. Voilà le support sur lequel on est sur le FTSE et j'ai l'impression au vu des indicateurs techniques qu'on pourrait potentiellement le casser et aller vers le support suivant. Et j'ai regardé un petit peu ce que ça donnerait comme scénario sur tous les autres indices et je vous avouerai que ça se tient particulièrement bien. Voyez le DAX. On va regarder le DAX donc sur les 6-8 derniers mois. Voyez la figure ouverte ici en bleu. Donc c'est une figure ouverte à moyen terme. On a rebondi à chaque fois qu'on a touché la borne basse et ici on pourrait y échouer à court terme sous la borne haute. Donc hier quand le DAX était à 11 000 points, je vous expliquais que au vu de la rapidité avec laquelle il était passé du bas au haut de son range, c'était potentiellement un rebond technique auquel nous faisions face. Et qui dit rebond technique de court terme dit qu'il n'y a pas la puissance pour pouvoir passer et casser la résistance. J'évoquais donc une possible consolidation des cours à plat, voire même un retour vers les supports. Car si le DAX devait trouver la puissance pour finir l'année au plus haut, il se pourrait que pour ce faire, il y ait un retour vers des supports comme une sorte de respiration avant une éventuelle hausse. Voilà. C'est généralement ce qu'il se passe dans un mouvement haussier. Il y a une phase 1 de hausse, une consolidation. Alors cette consolidation peut se faire soit à plat, soit par un repli. C'est pour ça qu'il y a marqué sur mon graphique du DAX ossolidation ou consolidation. Une ossolidation, c'est un terme que j'ai créé, c'est une consolidation dans la hausse. Ça veut dire que on a juste à rester à plat et à consolider la hausse avant une nouvelle vague haussière. Une consolidation, c'est quand on a un mouvement haussier, qu'on consolide en revenant vers les supports et ensuite que l'on repart. Donc la question en cours sur tous les indices européens, voire même américains, c'est va-t-on avoir affaire à une ossolidation ? Donc on reste à plat et puis on redémarre, ou à une consolidation. Quand je regarde les indicateurs techniques, le croisement du MACD, les divergences sur le RSI, les résistances auxquelles on fait face, que ce soit sur le SP, le DAX, l'Eurostoxx, j'ai l'impression que les indices, qu'il serait possible qu'une consolidation ait lieu avant une nouvelle vague haussière. Voilà. C'est pour ça que le range dans lequel on est actuellement est aussi bien travaillé et c'est pour ça que la borne haute est toujours vendue et c'est peut-être pour ça que pour le moment opérer des positions swing sachant qu'on est dans un range depuis 10 jours n'est peut-être pas optimum. Je rappelle qu'une position swing, que ce soit à la baisse ou à la hausse, c'est une position sur plusieurs séances. Voilà, étant donné qu'on manque de visibilité, c'est pas quelque chose d'évident à réaliser. Ça, c'est le 440. Le 440, il opère une consolidation à plat. Les supports, je vous les ai mis en avant et je vous ai parlé à plusieurs reprises ces dernières séances des 4800 points et d'un gap laissé ouvert sur ce seuil. Je ne serais donc pas étonné de voir le CAC revenir sur un tel support. Concernant les indices américains, un retour vers les supports est en cours et si on casse cela, on pourrait revenir sur les suivants. Ce serait l'occasion en fait de rematérialiser le range dans lequel on était précédemment entre février et août sur le SP500, c'est-à-dire un range plus ou moins entre 2030 et 2130 points. Concernant le Nikkei, lui, il est un petit peu plus fort que les autres parce qu'il profite de la baisse du yen. Je vous l'ai expliqué comme il se doit mardi. Le Japon a beaucoup de sociétés exportatrices dans la composition de son indice. Donc, quand le yen est faible, eh bien, l'indice japonais Nikkei surperforme. Voilà. Et quoi que vous fassiez sur indice,
Notez bien les sous-performances. Donc en ce moment, le Nikkei, l'indice le plus fort, c'est donc l'indice qui rendra les acheteurs les plus heureux. Le FTSE, l'indice le plus faible, c'est celui qui contentera les vendeurs. Voilà. Donc en fonction de vos avis et de vos stratégies sur le marché, vous devez choisir soit l'indice le plus fort, soit l'indice le plus faible. Donc on a passé les matières premières en revue et les indices. On va regarder un petit peu quelques actions entre celles qui ont publié ce jour et celles dont je vous avais parlé précédemment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Donc toujours énergie et matériaux de base sous pression. Donc Eramet, matériaux de base, casse ses plus bas et continue vers de nouveaux plus bas annuels. Valorec, qui avait déçu de par ses résultats et qui est très corrélé au pétrole, reste sous pression et se dirige vers ses plus bas annuels. Solocal, qui est un titre assez spéculatif, revient vers support alors que les indices ne sont pas encore sur les leurs. Donc si les indices vont plus bas, Solocal pourrait potentiellement aller plus bas, auquel cas on surveillerait une éventuelle réaction sur les plus bas annuel, puisque c'est une zone sur laquelle il y a eu des belles réactions jusqu'ici. Air France n'a pas passé la zone des 7 euros et je tiens à mettre un point important sur cela. Rappelez-vous d'Air France, j'ai écrit une stratégie à moyen terme, je vous ai expliqué les risques baissiers qu'il y avait de par les fondamentaux et l'analyse technique. Air France a tenté de casser les 7 euros la semaine dernière, mais ne confirme pas cette semaine et c'est bien ce que je pensais, les velléités baissières restent bel et bien présentes sur ce titre. Même chose sur le secteur automobile, Peugeot consolide, Renault consolide aussi, ne pas oublier que ces titres avaient pris 30-40% ces dernières semaines et donc consolide légitimement après ces rebonds très puissants. Sur les actions, Parrot est en hausse et en tête du palmarès. Rappelez-vous, Parrot, je vous en ai parlé mardi parce qu'elle arrivait sur un support à 37,80 et elle vient de s'en échapper à la hausse. Elle prend 3%. Iliad, les investisseurs saluent les résultats. Le titre prend 2%. Ubisoft, toujours recherché après avoir consolidé de 10%, de 28 à 25, se stabilise à plat. Virbac fait face à sa résistance hebdomadaire des 185,50. Je vous l'avais montré, regardez le graphique hebdomadaire. Donc 155, il y avait eu la réaction sur le beau support. Et puis là, 185,50, il y a une résistance. Si elle passe, ça ouvrirait la voie à un nouveau potentiel haussier. Voilà, à part ça, pas grand-chose à regarder pour moi sur les actions ce jour. Et puis on va finir cette émission par les devises. Ensuite, je vais voir... Alors, on va regarder les devises. Donc, Jean-Jacques me parle de l'euro-dollar, me dit pourquoi Draghi parle. Tout simplement parce qu'il fait des interventions dans des écoles, dans des conférences internationales. Hier, c'était une conférence à la BOE, la Banque d'Angleterre. C'est son boulot. C'est tout juste qu'en ce moment, on donne une très grande importance aux rhétoriques des banques centrales. Donc, dès qu'il fait un discours quelque part, eh bien, tout le monde s'y branche pour voir s'il a changé d'avis. Voilà. Paul nous dit les indices sont même repassés dans le vert grâce à Draghi. Effectivement, Paul. Donc vous voyez bien que s'il n'y avait pas eu Draghi, on serait déjà peut-être en baisse de moins 1%. On était à moins 0,5% avant que Draghi parle. On est repassé dans le vert quand il a parlé. Et puis là, on revient de nouveau à moins 0,65%. Ça montre bien que hors Draghi, on serait peut-être à moins 1%. Ça montre cette nécessité, cette volonté des indices de consolider après des vagues haussières aussi puissantes. Alors, j'ai Pascal qui me parle de l'USD4, ça tombe bien puisqu'on arrive sur les monnaies, donc on va pouvoir regarder ça. Alors, l'USD-CAD. L'USD-CAD est très corrélé pétrole, donc l'USD-CAD consolide à plat depuis 4 séances. Si cet après-midi, les stocks de pétrole sont inférieurs aux attentes et que le pétrole monte, alors l'USD-CAD restera sous pression. Si au contraire, le pétrole casse le support des 42,50, soit son plus bas des 2 derniers mois, et bien là, l'USD-CAD pourrait profiter d'achat et remonter vers la résistance des 1,34 voire 1,35, donc la zone mensuelle dont je vous ai déjà parlé sur cette paire. En tous les cas, l'USD-CAD est haussier en données mensuelles, hebdomadaires, journalières. Il est soutenu par un pétrole sous pression, ce qui est le cas actuellement. Donc il y a quand même des points plus positifs que négatifs pour la hausse. Voilà, mais tout dépendra des stocks de cet après-midi. Ensuite, de quoi je voulais parler? Je voulais vous parler de l'AUD-NZD. Vous savez, cette paire qui est
très représentative des politiques monétaires en place entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc quand en début d'année on a des statistiques meilleures que prévues en Australie, puis que la Nouvelle-Zélande perd un peu de son éclat au niveau des chiffres économiques et des prévisions de sa banque centrale, eh bien on a un AUD qui monte contre le NZD. Lorsque les chiffres de l'AUD deviennent un peu moins bons et que la Nouvelle-Zélande se fait plus en forme, eh bien on a une stabilisation à plat puisque l'AUD et le NZD sont aussi forts l'un que l'autre. Ensuite, on a eu des chiffres australiens moins bons que prévu, donc on a eu un AUD qui baissait de nouveau contre le NZD. On a atteint un support à 1,05 à la fin du mois d'octobre. Et là, je vous ai expliqué, j'en ai parlé dans la matinale, j'en avais parlé aussi sur BFM, que on était sur un support majeur, qu'on pourrait avoir un décalage aussi en cas de cassure du canal par le haut. C'est ce qui avait été le cas. Donc on a cassé le canal par le haut, on a frôlé les 1,09 seuil d'importance puisque très travaillé ces derniers mois. On a consolidé à plat dans un petit drapeau et cette nuit, grâce aux chiffres australiens supérieurs aux attentes, on redémarre à la hausse pour aller chercher cette zone des 1,09, 1,0910. Néanmoins, à très court terme, on fait face donc à une résistance clé. Si on n'arrive pas à passer cette résistance, on reviendra de nouveau en stabilisation à plat en attendant les prochaines publications. A contrario, si ça passe en force, alors ça réouvrirait la voie à un retour des cours dans le range 1,09, 1,13. Et si les chiffres australiens restaient bons et que les chiffres néo-zélandais ne s'amélioraient pas, restaient neutres, on pourrait naturellement donc avoir le dollar australien qui remonterait contre le dollar néo-zélandais. On verra cela dans les séances à venir. Pour l'instant, au niveau chiffres économiques, cette semaine, pour l'AUD et le NZD, c'est terminé. Autre paire à regarder, l'USD Yen. Donc l'USD Yen très corrélé aux indices. On en a parlé mardi. L'USD Yen bloque contre une oblique très très propre qui passe par de nombreux points clés depuis pratiquement un an maintenant. Donc si on arrive à passer cette zone des 123,50 et de l'oblique de résistance, ça ouvrira un nouveau potentiel vers les plus hauts annuels pour l'USD Yen. A contrario, on restera dans une consolidation comme on est en consolidation sur les indices boursiers. La livre dont on en avait parlé à 1,5040 parce qu'elle était à proximité d'une oblique de soutien et d'un seuil psychologique et que les chiffres étaient plutôt bons. Suite au test positif de cette oblique, la livre a pris 200 points en 3 séances. Et ce matin, elle consolidait, ce qui est un petit peu normal après un tel rallye haussier. Elle ne s'est pas arrêtée sous n'importe quel prix, et vous remarquerez que sur le Forex, souvent comme ça, on a des belles réactions sur des seuils horizontaux. Donc la livre s'est arrêtée pile poil à 52,50 car c'était un ancien support devenu résistance. Donc dans les semaines à venir, en fonction de la rhétorique de la BOE, la Banque d'Angleterre et des statistiques, nous verrons ce que cela donne sur les 1,5250. Si on passe en force, on reviendrait vers 1,55. Si on ne passe pas, les 1,50 seraient de nouveau potentiellement à la clé. Quant à l'euro-dollar, bien l'euro-dollar, je vous en parle peu ces dernières séances parce que si on est vendeur sur l'euro-dollar et que ça ne fait que baisser, eh bien on peut se laisser porter, c'est pratique. Acheter l'euro-dollar avec de telles rhétoriques de banque centrale, c'est clair que ce n'est pas chose évidente et ce n'est pas quelque chose non plus de rémunérateur depuis un mois. Donc voilà, l'euro-dollar est dans une tendance baissière. Il est dans une tendance baissière parce que nous avons un dollar fort boosté par les chiffres économiques des États-Unis. Nous avons un euro faible tiré par le bas de par les statistiques mais surtout par la rhétorique de son gouverneur central qui est Mario Draghi. À court terme, l'euro-dollar est dans un canal baissier. Il est dans un canal baissier journalier et depuis 4 jours, il est dans un range entre 1,0680 et 1,0780. Donc les court-termistes, eux, noteront ce range et le mettront potentiellement à profit. Les traders en swing qui veulent prendre des positions sur plusieurs séances attendent potentiellement un décalage, soit un rebond technique vers les résistances pour ceux qui veulent vendre sous résistance en cas de pullback, soit en cas de cassure des plus bas. Voilà, en tous les cas, il est bien cadré, l'euro-dollar. Disons juste qu'en termes de timing, en termes de décalage, je ne vois rien de plus à vous dire que ce constat. Voilà, sur ce, je pense que nous avons fait un tour de la plupart des marchés. J'ai répondu aux questions sur quelques actifs. Je vais devoir vous laisser pour pouvoir passer sur TV Finance et leur parler de nouveau des actifs dont je viens de vous parler, car c'est sur la matinale que je parle vraiment de tout. Donc vous avez les meilleurs graphiques, les news, les statistiques. On peut discuter de tout cela
Donc je vous attends bien évidemment demain matin 10h tapante pour la matinale de vendredi qui sera la dernière de la semaine. Je vous remercie tous d'avoir été présents ce matin. Je remercie aussi tous ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, puisque vous êtes de plus en plus nombreux, et puis pour ceux qui en parlent sur Twitter, qui en parlent à leurs amis, etc. C'est très sympathique à vous. Voilà, je vous souhaite un bon appétit, une bonne séance de trading, et puis je vous dis à demain matin, 10h pour la matinale.